Le jour où j'ai découvert que mon propre beau-fils m'avait volé fut le même jour où il a découvert qu'il avait choisi le mauvais père à escroquer. Avant de poursuivre cette histoire, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant, car vous n'allez pas croire ce qui s'est passé ensuite. Et si vous êtes déjà abonné, activez la petite cloche pour ne manquer aucune de nos histoires vécues. Je m'appelle Roberto, j'ai 62 ans, je suis comptable à la retraite et le père de Camila, une fille que j'ai élevée seule après le décès de ma femme, alors qu'elle n'avait que 8 ans. Pendant des années, ce n'était que nous deux contre le monde. Je faisais 2, parfois 3 journées de travail pour lui donner tout ce qu'une enfant mérite. École privée, cours d'anglais, ballet, natation. Chaque centime que je gagnais était destiné à son avenir. Camila a toujours été ma priorité absolue. Quand elle a eu 18 ans et a été admise en gestion dans une université privée, j'étais si fier que j'ai pleuré à sa remise de diplôme du lycée. « Papa, tu es mon héros », m'a-t-elle dit ce jour-là en me serrant fort dans ses bras. Ces mots sont restés gravés dans ma mémoire comme un trésor. À 24 ans, elle a rencontré Diego. J'avoue que dès le premier jour, quelque chose m'a dérangé chez ce garçon. Il avait 28 ans, disait travailler dans le business digital. Une expression vague qui m'a toujours laissé méfiant. Quand je lui demandais spécifiquement ce qu'il faisait, les réponses étaient toujours évasives. Du marketing digital, papa, du conseil en ligne, c'est compliqué à expliquer. Mais je voyais comment Camila le regardait. Elle était amoureuse d'une manière qui me rappelait comment je regardais sa mère. Leur relation a duré 2 ans. Durant cette période, j'ai essayé de mieux connaître Diego. Il était charmant, je dois l'admettre. Il s'exprimait bien, s'habillait bien, arrivait toujours avec des fleurs pour Camila, mais il y avait quelque chose dans son regard qui me dérangeait, une froideur calculatrice qui apparaissait dans les moments où il pensait que je ne faisais pas attention. Quand ils ont annoncé leur fiançailles, j'ai ravalé mes réserves et j'ai accepté la décision de ma fille. Si elle est heureuse, je suis heureux, ai-je pensé. J'ai aidé à payer une partie du mariage, 35 000 raies que j'avais économisées pour rénover ma maison. À quoi bon avoir une belle maison si ma fille est en train de construire sa vie? Me suis-je justifié? La cérémonie fut magnifique. Voir Camila en robe blanche, rayonnante de bonheur, m'a fait oublier momentanément toutes mes inquiétudes concernant Diego. Elle était comblée et c'était tout ce qui comptait. Dans mon discours, j'ai dit « Camila, tu es la lumière de ma vie. Diego, bienvenue dans la famille. Prends bien soin de mon trésor. » Après le mariage, ils ont emménagé dans un appartement en location à Barra da Tijuca. J'ai continué à vivre dans ma maison à Copacabana, la même où Camila a grandi. C'était une maison simple, mais pleine de souvenirs. Dans sa chambre, je gardais tout exactement comme elle l'avait laissé. Les peluches, les livres de l'université, les photos de notre voyage à Disney pour ses 16 ans. Les premiers mois de son mariage, Camila venait me rendre visite chaque semaine. Nous parlions de tout, travail, projets, rêves. Elle avait trouvé un emploi dans une entreprise d'événementiel et elle adorait ça. Diego continuait avec son business digital, mais au moins il contribuait aux dépenses de la maison, selon elle. C'est au 4e mois de mariage que les choses ont commencé à changer. Les visites de Camila se sont espacées. « Papa, je suis très occupée », disait-elle. « Diego a besoin de mon aide pour quelques projets. » Je comprenais. Nouveau mariage, adaptation, c'est normal. Mais ensuite, les demandes d'argent ont commencé. D'abord, ce fut une petite somme. « Papa, tu peux me prêter 500 réais ?» La facture de la carte de crédit est élevée ce mois-ci. Bien sûr que j'ai prêté, c'était ma fille. 2 semaines plus tard, « Papa, 800 réais de plus ?» La voiture de Diego a eu un problème. Encore une fois, j'ai fait le virement sans poser de questions. Les demandes sont devenues plus fréquentes et les montants plus importants. « Papa, 2000 réais pour une opportunité d'affaires que Diego a trouvée. »« Papa, 1500 réais parce que l'appartement a eu un problème de plomberie. »« Papa, 3000 réais parce que le client de Diego a retardé un paiement. » En 6 mois, je leur avais déjà prêté près de 20 000 réais. Le pire, c'est que le mot « prêter » était de plus en plus éloigné de la réalité. Il n'y avait jamais de conversation sur un éventuel remboursement, aucun plan de paiement, et je n'avais pas le courage de réclamer, c'était ma fille. Ce qui me blessait le plus, c'était de voir à quel point Camila changeait. Elle était plus distante, plus froide. Quand j'essayais de parler de sujets personnels, de comment elle se sentait, elle éludait la conversation. « Je vais bien, papa. Je suis heureuse. » Mais je voyais dans ses yeux que quelque chose n'allait pas. Il y avait une préoccupation constante, un poids qu'elle portait. C'est un jeudi de mars que tout a basculé.
J'organisais mes papiers pour ma déclaration d'impôt quand j'ai remarqué qu'il manquait des feuilles à mon chéquier. Je suis allé vérifier sur mon compte en ligne et j'ai failli tomber de ma chaise. 2 chèques que je n'avais pas émis avaient été encaissés, un de 4000 raies et un autre de 2500 raies. Les signatures ressemblaient en beaucoup à la mienne, mais il y avait de petits détails qu'un comptable expérimenté comme moi peut identifier. La lettre R de mon nom était légèrement différente, et la courbe du B dans Roberto n'était pas la même. Mon sang se glaça. Quelqu'un avait falsifié ma signature. Quelqu'un qui avait accès à mon chéquier, qui connaissait mon écriture, qui savait exactement comment je signais. J'ai immédiatement appelé la banque et bloqué le compte. J'ai demandé toutes les informations sur les chèques. Ils avaient été encaissés dans des agences différentes, mais toutes deux à Barra da Tijuca, le quartier où ma fille vivait avec Diego. J'ai passé toute la nuit éveillé à analyser la situation. Qui aurait pu faire ça? J'étais une personne réservée, je n'avais pas beaucoup d'amis proches. Les seules personnes qui venaient régulièrement chez moi étaient Camila et, par conséquent, Diego. Le vendredi matin, je suis allé au commissariat et j'ai déposé une plainte pour faux et usage de faux et escroquerie. Le commissaire, M. Martins, était un homme expérimenté qui m'a écouté avec attention. « Monsieur Roberto, des cas comme celui-ci sont plus courants qu'on ne l'imagine. Malheureusement, la plupart du temps, le coupable est un proche de la victime, quelqu'un qui a un accès facile aux documents et qui connaît les habitudes de la personne. Je suis sorti du commissariat le cœur brisé, mais déterminé à découvrir la vérité. Je ne pouvais accuser personne sans preuve. Il me fallait être certain. Pendant le week-end, j'ai examiné tous mes mouvements financiers des derniers mois. C'est là que j'ai remarqué un schéma troublant. Les demandes d'argent de Camila coïncidaient toujours avec des périodes proches des falsifications, comme si quelqu'un tâtait le terrain pour voir combien j'étais prêt à donner volontairement avant de passer à des méthodes plus drastiques. Le lundi, j'ai installé une caméra de sécurité discrète dans mon salon, pointée vers le bureau où je laissais habituellement mes documents. Si quelqu'un entrait chez moi et touchait à mes affaires, j'en aurais la preuve. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Le mercredi, Camila m'a appelé pour me dire qu'elle passerait me voir. « Papa, tu me manques. Je vais apporter des bonnes choses à manger. » Mon cœur s'est rempli de joie. Cela faisait des semaines que nous n'avions pas eu de moment rien qu'à nous. Elle est arrivée vers 15 heures, avec des brigadeiros et des beijinhos, mes sucreries préférées qu'elle faisait toujours quand elle était enfant. Nous avons parlé de son travail, de sa vie de femme mariée. Elle semblait plus détendue que les dernières fois, plus affectueuse. « Papa, je vais juste aux toilettes », a-t-elle dit après environ 1 heure de conversation. Je suis resté dans le salon, savourant les douceurs et me remémorant l'époque où, toute petite, elle préparait ces mêmes friandises pour me réconforter après une dure journée de travail. Elle est restée plus longtemps que d'habitude aux toilettes, puis elle est revenue et est restée encore une vingtaine de minutes, m'a embrassé et est partie. « Papa, tu es tout pour moi. Je t'aime très fort. » Ce soir-là, j'ai visionné l'enregistrement de la caméra. Mon monde s'est effondré. Quand Camila a dit qu'elle allait aux toilettes, elle n'y est pas allée. Elle est venue directement dans le salon, a ouvert le tiroir de mon bureau où je rangeais mon chéquier, a arraché 3 feuilles, les a mises dans son sac et est retournée vers la cuisine. Tout cela pendant que j'étais distrait dans la cuisine. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Ma propre fille, la petite que j'avais élevée avec tant d'amour, qui était le centre de ma vie, était en train de me voler. Je suis resté 3 jours sans bien dormir, essayant de digérer ce que j'avais découvert. Comment cela avait-il pu arriver? Qu'est-ce que j'avais fait de mal dans son éducation? Comment ma petite fille en était-elle arrivée là? Le vendredi, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai appelé Camila. « Ma fille, il faut que je te parle. C'est important. »« Papa, je suis occupée maintenant. On peut faire ça ce week-end ?»« Non, Camila, c'est maintenant. Viens à la maison. » Il devait y avoir quelque chose dans le ton de ma voix qu'elle a dû percevoir, car après un silence, elle a dit « D'accord, papa, j'arrive dans 1 heure. » Quand elle est arrivée, j'étais assis à la table du salon avec l'ordinateur portable ouvert sur l'enregistrement de la caméra. Je n'ai rien dit au début. J'ai juste pointé l'écran du doigt. « Assieds-toi à côté de moi, ma fille. » Elle s'est approchée avec une expression curieuse, mais quand elle a vu les images, son visage a complètement changé. D'abord la surprise, puis la panique, et enfin la résignation. « Papa, je peux tout t'expliquer. »« Oui, tu peux, Camila, je t'écoute. »
Les larmes ont commencé à couler sur son visage. Papa, ce n'était pas mon idée. C'est Diego. Il a dit que ça ne te manquerait pas, que tu as de l'argent de côté, que quelques chèques en moins ne se verraient pas. Il a dit que c'était juste en attendant que les choses s'arrangent pour lui. Et tu as trouvé ça juste, Camilla? Voler ton propre père? Ce n'était pas un vol, papa. Ça devait être un prêt. On allait tout te rendre. Falsifier ma signature, ce n'est pas un prêt, ma fille. C'est un crime. J'aurais pu te mettre en prison. Elle m'a regardé avec des yeux écarquillés. Papa, tu ne me ferais pas ça. Non, je ne te le ferai pas. Parce que malgré tout, tu restes ma fille. Mais j'ai besoin de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Ce qu'elle m'a raconté au cours des 2 heures suivantes fut l'une des conversations les plus douloureuses de ma vie. Diego ne travaillait plus depuis des mois. Le business digital était un mensonge. Il passait ses journées à jouer en ligne et exigeait que Camilla entretienne la maison avec son salaire. Quand son argent ne suffisait plus, il a commencé à la pousser à me demander « Ton père a de l'argent, Camilla. Il te doit bien ça après toutes ces années où tu t'es occupée de lui. » Quand les demandes sont devenues trop fréquentes et que j'ai commencé à poser des questions, c'est lui qui a eu l'idée de voler directement. Il a dit que tu ne découvrirais jamais rien, papa, que tu es trop confiant, trop naïf. Il a dit que les gens comme toi sont faciles à tromper, les gens comme moi, des pères qui aiment leurs enfants inconditionnellement. Et où est Diego maintenant, Camilla? À la maison, en train de jouer, probablement. Appelle-le, dis-lui que nous sommes en train de discuter et qu'il doit venir. Papa, il ne voudra pas venir. Alors dis-lui qu'on a tout découvert et qu'il a 2 options. Soit il vient me parler, soit il parle à la police. 15 minutes plus tard, Diego était à ma porte. Il est entré avec une posture arrogante qui m'a surpris. Je m'attendais à de la nervosité, peut-être même du regret. Mais non. Il semblait irrité d'avoir été dérangé. Alors, Roberto, Camilla a dit que tu as découvert pour les chèques. La froideur avec laquelle il a parlé m'a choqué. Il n'a même pas essayé de nier ou de s'excuser. Oui, Diego, j'ai découvert. Et maintenant, je veux savoir ce que vous comptez faire à ce sujet. Il a ri. Il a littéralement ri à ma figure. Roberto, détends-toi. C'était juste quelques sous. Tu ne t'en rendras même pas compte. Et puis, techniquement, cet argent appartient à Camilla. Tu lui dois bien ça après des années de sacrifice. J'ai senti ma tension monter, mais j'ai gardé mon calme. Sacrifice? Quel sacrifice, Diego? Mec, cette fille s'est occupée de toi toute sa vie. Elle a renoncé à des petits amis à l'adolescence, à des opportunités, tout ça pour rester à tes côtés. Maintenant qu'elle a sa propre famille, il est juste que tu l'aides. J'ai regardé Camilla qui avait la tête baissée, clairement mal à l'aise avec les paroles de son mari. C'était impressionnant de voir comment il déformait notre histoire. Camilla n'avait jamais été obligée de s'occuper de moi. Elle avait toujours eu une liberté totale de faire ses propres choix. Diego, tu as falsifié ma signature. C'est un crime. Crime est un mot bien fort, Roberto. C'était juste une adaptation. Et écoute, si tu es malin, tu vas faire comme si de rien n'était. Parce que si cette histoire s'ébruite, c'est ta fille qui en souffrira le plus. Tu veux voir Camilla avec une mauvaise réputation? L'audace de cet homme était stupéfiante. Il me menaçait dans ma propre maison. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'avais pas affaire à quelqu'un qui avait commis une erreur par désespoir. J'avais affaire à un criminel qui avait choisi ma fille comme prochaine victime. Tu sais, Diego, tu as raison sur un point. Je dois être malin. J'ai pris mon téléphone portable et je le leur ai montré. C'est pour ça que j'ai passé ces derniers jours à enquêter sur toi. L'expression de Diego a changé instantanément. Tu savais que j'ai travaillé 40 ans comme comptable, n'est-ce pas? Pendant ces années, j'ai beaucoup appris sur l'investigation financière. Alors j'ai décidé d'utiliser mes connaissances et mes contacts pour en savoir plus sur mon beau-fils. J'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur portable. Ton vrai nom est Diego Enrique Santos, 31 ans, et non 28 comme tu l'as dit. Tu as un casier judiciaire pour escroquerie dans 2 États. Tu as déjà monté des arnaques similaires dans au moins 4 familles différentes en te rapprochant toujours de jeunes femmes et en les utilisant pour accéder aux biens de leur famille. Le visage de Diego devenait blême, mais il essayait encore de maintenir sa posture arrogante. Ça ne prouve rien, non? Alors continuons.
En 2019, tu as épousé une jeune femme nommée Juliana à Belo Horizonte. Tu l'as convaincue d'emprunter de l'argent à ses parents pour un investissement. Quand les parents ont découvert que c'était une arnaque, tu as disparu avec 45 000 reais. Le mariage n'a jamais été officialisé, bien sûr. Camila m'a regardé avec des yeux écarquillés. En 2020, c'était au tour de Sandra à São Paulo. Même histoire, elle a même vendu sa voiture pour t'aider avec un business digital. Tu as disparu avec 30 000 reais. « Papa, c'est vrai ?» a demandé Camila d'une voix tremblante. En 2021, Patricia, à Curitiba. Cette fois, tu as été plus ambitieux. Tu as réussi à la convaincre d'hypothéquer la maison familiale pour investir dans une de tes sociétés écrans. Cento et 20 000 reais. Sa famille a perdu sa maison, Camila. Diego s'est levé brusquement de sa chaise. « Ça suffit, tu ne peux rien prouver de tout ça. » « Si, je peux. J'ai ici les dépôts de plainte des 4 victimes. J'ai les photos qu'elles m'ont envoyées quand je les ai contactées. C'est curieux comme tu utilises toujours les mêmes méthodes, Diego. Ou devrais-je t'appeler par ton vrai nom, qui est Carlos Eduardo ?» Le silence dans la pièce était assourdissant. Camila était en état de choc, regardant son mari comme si elle voyait un étranger. « Camila, savais-tu qu'il est toujours marié à Sandra ? Le divorce n'a jamais été prononcé. Techniquement, votre mariage est invalide. » Elle s'est mise à pleurer de manière compulsive. Et ce n'est pas tout. Diego, Carlos, il a une maîtresse à Niterói. Elle s'appelle Bruna. Elle aussi pense qu'elle va bientôt l'épouser. D'ailleurs, elle est enceinte. Diego, ou Carlos, était maintenant visiblement désespéré. « Roberto, écoute, on peut régler ça autrement. Je peux disparaître de la vie de Camila, tu peux récupérer ta fille, et tout le monde sera content. Ce n'est pas si simple, Carlos. Tu as commis des crimes, contre moi, contre ma fille, contre d'autres familles. Je ne peux pas simplement te laisser partir chercher ta prochaine victime. » J'ai pris mon téléphone. C'est pourquoi, hier, j'ai contacté les autres victimes. Elles ont toutes déjà témoigné à la police. Le commissaire Martins t'attend pour une conversation. À ce moment, la sonnette a retenti. C'étaient 2 policiers. « Monsieur Roberto, nous sommes du 12e commissariat. Nous venons exécuter le mandat d'arrêt contre Carlos Eduardo Silva Santos, connu sous le nom de Diego Henrique Santos. » Diego a tenté de s'enfuir, mais il n'a même pas atteint la porte du salon. Il a été arrêté sans résistance, mais en criant des menaces. « Roberto, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Ça ne va pas en rester là. Je connais des gens qui peuvent te créer des problèmes. »« Carlos, » ai-je dit calmement. Tu as oublié une chose importante. Il m'a regardé avec haine. Je ne suis pas une personne naïve et confiante comme tu le pensais. Je suis un comptable avec 40 ans d'expérience qui a passé sa carrière à traiter avec des criminels financiers. La différence, c'est qu'avant, ils essayaient de voler des entreprises. Maintenant, l'un d'eux a essayé de voler ma famille. Après qu'ils eurent emmené Diego, Camila et moi sommes restés en silence pendant de longues minutes. Elle était dévastée. Mais je savais que c'était nécessaire. « Papa, comment as-tu découvert tout ça ?»« Ma fille, quand tu travailles pendant des décennies dans l'investigation financière, tu développes un instinct. Dès le premier jour, quelque chose me dérangeait chez Diego, mais j'ai respecté ton choix. Je n'ai commencé à enquêter sérieusement qu'après avoir découvert les chèques falsifiés. Je suis désolé, papa. Je suis désolé pour tout. Camila, tu as été sa victime autant que moi. Il t'a manipulé, t'a utilisé. L'important maintenant, c'est que tu te remettes de tout ça. Dans les mois qui ont suivi, j'ai aidé Camila à reconstruire sa vie. Le processus d'annulation du mariage a été relativement rapide, étant donné que Diego avait de faux papiers et était déjà marié à une autre personne. Il a été condamné à 8 ans de prison pour escroquerie aggravée, association de malfaiteurs et usage de faux documents. Camila est revenue vivre temporairement avec moi. Ce fut une période difficile pour elle. En plus de l'humiliation d'avoir découvert qu'elle avait été trompée, elle portait la culpabilité de m'avoir trahi. Nous avons beaucoup parlé, suivi une thérapie ensemble, et peu à peu, notre relation s'est guérie. Papa, comment peux-tu me pardonner après ce que j'ai fait ? Camila, tu as été manipulée par un criminel professionnel. Il t'a étudié, a identifié tes faiblesses, a exploité ton amour pour moi contre moi-même. Tu as été une victime, pas une criminelle.
Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Camila sort avec un garçon nommé Felipe, qui est vétérinaire et que j'approuve totalement. Il est transparent, honnête et plus important encore, il traite ma fille avec le respect qu'elle mérite. Papa, que dirais-tu à d'autres personnes qui vivent une situation similaire? Je leur dirais, faites confiance à votre instinct, mais vérifiez les faits. L'amour ne doit pas nous aveugler face aux signaux de danger. Et surtout, n'ayez pas peur d'enquêter sur ceux qui s'approchent des personnes que vous aimez. Parfois, protéger ceux qu'on aime signifie se méfier même de ceux qu'ils choisissent d'aimer. Toute cette expérience m'a appris qu'être père, ce n'est pas seulement donner un amour inconditionnel. Parfois, il faut être détective, enquêteur, protecteur. Il faut être prêt à jouer le rôle du méchant dans l'histoire si cela signifie sauver son enfant d'un danger réel. Diego pensait avoir trouvé le père parfait à escroquer, un veuf solitaire, fou de sa fille, avec des ressources financières et apparemment naïf. Ce qu'il n'imaginait pas, c'est qu'il avait choisi quelqu'un qui avait passé sa vie professionnelle à démasquer des gens exactement comme lui. Parfois, les bonnes personnes sont aux bons endroits, au bon moment. Dans ce cas, le bon père protégeait la bonne fille du mauvais criminel. Si vous avez aimé cette histoire vécue, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nous avons beaucoup d'autres histoires de justice et de résilience à partager avec vous. Et souvenez-vous, faites toujours confiance à votre instinct, mais ne manquez jamais de vérifier les faits. À la prochaine.